Ça, c'est Conor McGregor en 2018. Il attaque à coups de diable un bus dans lequel est assis son rival Khabib Nurmagomedov. Au passage, il blesse 2 athlètes qui devaient combattre le lendemain et les images font le tour du monde. What the fuck? You alright, Mike? Pour cette affaire, McGregor est condamné à des travaux d'intérêt général et à suivre un stage de gestion de la colère. Mais pour les athlètes blessés et d'autres observateurs de la communauté MMA, McGregor a été trop loin et la sanction est trop légère. L'escalade des rivalités n'est pas nouvelle dans le business du combat, c'est un ingrédient essentiel du plan marketing depuis Mohamed Ali, qui aimait provoquer ses adversaires et avait même giflé un rival qui refusait de l'appeler par son nom musulman. McGregor s'est laissé aller au même genre de débordement avec les frères Diaz ou contre Eddie Alvarez. Mais tout ça commence à monter d'un cran quand il s'en prend à un arbitre ou quand il frappe un vieil homme qui refusait de boire le whisky qu'il lui offrait. À chacun de ces incidents, la presse s'est précipitée pour expliquer qu'il allait trop loin, mais en réalité on peut se demander si ça nuit vraiment à son image. Dans une interview suite à l'affaire du bus, Dana White, le président de l'UFC, qui est la fédération de MMA, essaye de jouer le parent sévère et de gronder McGregor. What would make somebody show up and do this when you're one of the biggest stars in the world? I just can't wrap my brain around it. Mais dans la foulée, il est forcé d'admettre que le scandale ne va pas vraiment lui nuire. And you're right. In this world, there's going to be people who are turned off by this and don't like Conor, and there's going to be people that'll probably even like him better. On pourrait bien sûr discuter de la moralité de ses actes et des limites tolérables, même dans un sport de combat, mais c'est pas le but de cette vidéo. Je suis sûr que vous avez déjà votre propre opinion là-dessus et vous n'avez pas besoin de la mienne. Ce qui m'intéresse plus, c'est la stratégie marketing qu'il y a derrière. Parce que malgré son image de chien fou, McGregor est un des meilleurs businessmen du milieu du sport. Regardez cet échange avec Cristiano Ronaldo en 2016. Pour le coup, Ronaldo avait raison, puisque l'année suivante, en 2017, il était encore le sportif le mieux payé au monde. Mais McGregor a continué ses combats, ses business et ses frasques. En 2018, il se hisse à la 4e place du classement, juste derrière Ronaldo. Puis, en 2021, l'Irlandais écrase la concurrence. Ronaldo touche 120 millions de dollars, Messi 130 millions et McGregor 180 millions de dollars. 180 millions pour un sport extrême qui est très loin d'être aussi grand public que le foot ou même le basket. 180 millions de dollars pour McGregor qui n'a combattu que 2 fois en 2021 pour un total de 7 minutes et 32 secondes. Il a touché plus de 20 millions de dollars pour ces 2 combats, ce qui fait de lui le combattant le mieux payé de l'histoire de l'UFC. Mais surtout, ça veut dire qu'il a touché quasiment 90% de ses revenus en dehors de l'octogone, faisant de lui un des rares athlètes de ce niveau qui gagne la majorité de son argent grâce à des business annexes. Le plus incroyable, c'est que ces 2 combats se sont soldés par des catastrophes pour lui sur un plan sportif. Il subit son premier KO en MMA lors du premier combat, puis il se brise la jambe face au même adversaire lors du combat suivant. Et il devient quand même le sportif le mieux payé de l'année, tout sport confondu. Donc la question est, d'où exactement vient la popularité d'un gars comme Conor McGregor? Comment est-ce qu'il transforme aussi efficacement sa popularité en millions de dollars? Et combien de temps est-ce que ça peut continuer avec son palmarès qui se dégrade chaque année et les scandales qui s'accumulent? Pour les fans de l'UFC, Conor McGregor c'est avant tout des KO spectaculaires. Mais pour la plupart des gens, McGregor c'est plutôt un malpoli en manteau de fourrure. Ces rapides extraits condensent les principaux ingrédients de la popularité de McGregor, parce que son côté grande gueule n'est pas accessoire à ses performances sportives. Ça fait partie du package. La description du job de Conor McGregor à l'UFC, c'est numéro 1 faire des combats, numéro 2 créer du drama, et pas forcément dans cet ordre. McGregor est tellement bon dans le côté promotion que avant son combat contre José Aldo, l'UFC lui a fait faire des conférences de presse dans 10 villes différentes, dans 5 pays, comme s'il était une starlette qui faisait la promo d'un single. C'était du jamais vu. Ce tour est devenu un classique du genre avec un McGregor en grande forme qui enchaîne punchline sur punchline. I own this town. I own Rio de Janeiro. If this was a different time, I would invade his favela on horseback and kill anyone that was not fit to walk. But we are in a new time, so I'll whoop his ass in July. Mais son moment de gloire auprès du grand public était son combat contre Floyd Mayweather. Des dizaines de milliers de fans sont venus voir la moindre prise de parole de McGregor. L'avant-combat a représenté des semaines de show à part entière,
Et pour ceux qui ne sont pas des experts des sports de combat, c'est-à-dire quasiment tout le monde, c'était franchement plus intéressant que le combat en lui-même. C'était le McGregor One Man Show. When I count to 3, I want this entire arena to scream, fuck the Mayweathers! 1, 2, 3, fuck the Mayweathers! If there's ever a man that looks like a weasel, that's fucking it. You gonna stand up and do something? You sit down and shut your fucking mouth. Tout ça peut sembler choquant pour les plus sensibles d'entre nous, mais du point de vue de McGregor, il est payé pour ça. Insulter les gens est une ligne sur sa fiche de paye. Voilà comment le président de l'UFC raconte leur première rencontre. When I left that dinner, I called my partner Lorenzo and I said, let me tell you what, I don't know if this kid can fight or not, you know, but if he can even throw a punch, he's going to be a massive superstar. I knew it that night when I was with him. His personality, the energy around this kid, he's just, I'd never met anybody like him. Avant même de savoir si McGregor savait se battre, Dana White lui prédisait un grand avenir. Ça vous montre l'ordre des priorités. Les performances sportives sont secondaires, le show est primordial. Et c'est parfaitement rationnel. Parce que pourquoi un PSG-OM est-il un tel événement à chaque fois? C'est pas seulement pour le sport et les performances des footballeurs. Sinon presque tous les matchs de Ligue 1 auraient la même audience. A l'inverse, pourquoi est-ce qu'un sport qui se repose entièrement sur la performance physique, comme le lever de poids, n'est jamais à la télé en dehors des Jeux Olympiques? C'est parce qu'on regarde avant tout le sport pour le drama, la tension qui vient de l'histoire entre deux adversaires. Si vous retirez l'historique et les personnalités, vous avez juste des mecs qui courent sur un terrain. C'est aussi en partie pour ça que la catégorie des poids lourds est souvent la plus suivie. Quand des types de 120 kg se tapent dessus, un chaos violent peut arriver au moindre coup. Donc quand McGregor ouvre sa grande gueule avant un combat, il crée de l'enjeu. When you sign to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. We're rich, baby. Conor McGregor made us rich. Break out the red panties. D'un côté, on a les supporters qui trouvent chacune de ses interventions épiques, et de l'autre côté, on a les haters qui jugent qu'il ne respecte rien et qui espèrent qu'il va prendre une bonne grosse leçon d'humilité. Dans les deux cas, McGregor est gagnant parce que ce sont des gens qui vont vouloir regarder son combat. On pourrait même aller plus loin en disant que même si Conor McGregor perdait tous ses fans et tout le monde le détestait, il resterait un combattant ultra rentable parce que les gens achèteraient le pay-per-view juste pour le voir perdre. Alors McGregor prouve qu'il aura besoin de vous faire aimer du public, c'est une faiblesse psychologique, au moins dans son métier, mais je pense qu'on peut généraliser. Parce que si vous essayez de vous faire aimer, ça ne marchera pas sur tout le monde. Par contre, en insultant ses adversaires, McGregor s'assure que personne ne va rester indifférent. Vous allez l'adorer ou le détester. Et les deux sont très rentables pour lui. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que tout ça ne s'adresse pas juste au public. Ça a un vrai impact sur ses adversaires. Il y a toute une brochette de vidéos avec des centaines de milliers de vues sur YouTube qui montrent comment McGregor a détruit le mental de José Aldo avant leur combat. Le Brésilien était invaincu depuis 10 ans et beaucoup le considéraient comme étant le meilleur toutes catégories confondues. Mais l'Irlandais a enchaîné provocation sur provocation, insultes et moqueries, l'objectif de faire le show, de faire monter son adversaire en émotion et de consolider sa propre confiance en lui. Et quand je vous dis que se faire haïr fait aussi partie de son business model, regardez comment McGregor réagit quand le public brésilien hurle « Tu vas mourir ». I'm still alive! I'm still alive! Talk is cheap! Talk is cheap! Il continue même à parler à ses adversaires pendant le combat. I mean, you gotta give it to him. The guy didn't stop talking shit the entire time. So, I mean, I was hitting him with everything I had, and the guy was still running his mouth. So, I mean, that's Conor, I guess. I mean, I'd land a giant elbow on his face, and he'd say, "Is that all you got?" C'est cette même confiance en lui qui lui a permis de construire un autre pilier de sa légende, les prédictions. Il faut imaginer qu'un combattant qui rentre dans la cage a une stratégie, mais il ne peut pas savoir exactement comment le combat va se dérouler, ni comment il va se finir. Donc annoncer en amont quelque chose du style « je vais le mettre KO dans le 3e round », c'est un risque. Parce que si ça ne marche pas, vous passez pour une grande gueule qui n'assume pas. Du coup, peu de combattants osent être aussi précis dans leurs prédictions. Mais McGregor, lui, il y va à fond. It's gonna be a first round KO, mark my words. Do you feel like you added some extra pressure on yourself by predicting this first round knockout, and is it going to go that way? You know, I love that Gil. You know, this creates drama. This creates tension. Même quand il perd, comme lors de son premier combat contre Nate Diaz, il n'hésite pas à revenir à la charge dans la guerre des mots lors de la revanche. Fuck Team Diaz. And if you're down with Team Diaz, then fuck you too. Mais là où ça devient jouissif pour les fans, c'est quand ces prédictions ultra précises se réalisent. So I said I'd knock him out in the first round, and I knocked him out in the first round. You can call me Mystic Mac because I predict these things.
Évidemment, ça renforce encore l'attraction du public, qui se demande quelle sera la prochaine prédiction de Mystic Mac. Aura-t-il à nouveau raison, ou va-t-il finalement se faire humilier? People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Si je vous dis Tito Ortiz, Michael Bisping, Chael Sonnen, ce sont d'autres grandes gueules qui ont marqué l'histoire de l'UFC. Si vous êtes comme moi, vous n'en aviez jamais entendu parler avant cette vidéo. Parce qu'être une grande gueule ne suffit pas. Il faut évidemment gagner des combats, sinon vous êtes juste un clown. Mais deux des grandes gueules que je viens de vous citer étaient effectivement champions de leur catégorie, et pourtant ils ne sont jamais devenus des superstars du niveau de McGregor. But I am not the same as Chael Sonnen. People make that comparison all the time. I am not the same, I don't fight the same, I don't look the same, I don't approach the game the same. Donc avoir une grande gueule plus des victoires, c'est bien, mais ça ne fait pas encore le combo parfait. Le dernier ingrédient de la formule McGregor, c'est son style de combat. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce qui est le plus excitant à regarder? Deux combattants timorés qui luttent et se collent pendant 25 minutes, ou un combat de 5 minutes, pendant lequel les coups pleuvent et tout peut se terminer à chaque instant. Chez McGregor, même le style de combat est optimisé pour créer des KO qui tourneront en boucle sur YouTube pendant des années. Il a une position de karatéka, une gauche qui met KO tout le monde. Il envoie des coups de pied retournés, des coups de pied sautés et d'autres techniques originales, comme lorsqu'il a cassé le nez d'un adversaire en lui mettant un coup d'épaule. Il n'y a qu'à regarder son palmarès pour se rendre compte de sa quête de la victoire par KO. Ses grands rivaux ont entre 28 et 50% de victoires par KO. McGregor en a 86%, soit 19 KO sur 22 victoires. Et 15 de ces KO ont été faits dès le premier round. Donc quand vous regardez un combat de McGregor, vous savez que ça va pas traîner et que ça va s'achever de manière spectaculaire. We get looked after when we finish. This promotion wants finishes, you know what I mean? Et c'est comme ça que McGregor est devenu le combattant le mieux payé de l'histoire de l'UFC, même si on met de côté ses business annexes. You don't like the way we pay our fighters? Too fucking bad. Go start another MMA organization and you go fucking figure out how to do it. Des voix s'élèvent régulièrement parmi les combattants de l'UFC pour réclamer plus d'argent. Et si on va au-delà de l'argument un peu naïf de on mérite plus d'argent parce que c'est dangereux, il y a des chiffres qui viennent appuyer ces plaintes. Depuis 10 ans, les revenus des combattants ont bien augmenté, mais il y a un élément qui n'a pas changé, et c'est le pourcentage que représentent les revenus des combattants par rapport au chiffre d'affaires de l'UFC. Ça dérange parce que ce pourcentage est bien plus bas que dans les autres sports. On parle de 20% des revenus de l'UFC qui sont accordés aux combattants, contre 50% pour les autres grosses ligues américaines comme la NFL et la NBA. Donc sans rentrer dans les détails, l'UFC ne paye pas beaucoup. Sauf quand vous vous appelez Conor McGregor. Il a touché 22 millions de dollars pour 2 combats perdus l'an dernier, grâce à des cachets fixes a priori déjà élevés, auxquels s'ajoutent des pourcentages du pay-per-view. En comparaison, le champion poids lourd Francis Ngannou n'a touché que 600 000 dollars pour son dernier combat, alors qu'il est censé combattre dans la catégorie la plus prestigieuse. L'explication est bien sûr que Conor fait vendre plus que les autres combattants, surtout que son arrivée à l'UFC a coïncidé avec un moment où l'organisation cherchait à s'implanter plus solidement en Europe. When we go into these new markets, for instance, when Conor McGregor became a star, he ignited Europe. C'est le combattant parfait pour l'UFC qui en a fait son fer de lance. A raison, puisque sur les 10 événements de l'UFC qui ont fait le plus de ventes, McGregor est la tête d'affiche de 8 d'entre eux. En regardant ces chiffres, on peut faire un autre constat. C'est que McGregor est en train de parasiter l'UFC. Il utilise la plateforme de l'UFC, son audience et ses moyens de diffusion pour se créer sa propre audience qui rivalise de taille avec l'organisation tout entière. Début 2022, il a 9 millions de followers sur Twitter et 44 millions sur Instagram. Le seul qui peut rivaliser, c'est Khabib, le russe invaincu, avec 33 millions de followers Instagram. Ce qui est un beau score, mais ça reste beaucoup moins que McGregor, que Khabib avait pourtant écrasé en 2018. Même chose avec Dustin Poirier, qui a gagné les 2 combats contre McGregor en 2021, mais à moins de 10% de sa base de fans. Donc même avec des défaites qui s'accumulent, McGregor continue d'être l'attraction majeure de l'UFC. Conor McGregor became bigger than the UFC, really. And that's a nightmare for those guys. Ça veut dire qu'il est essentiellement au-dessus des règles. L'UFC ne va pas encourager publiquement ces débordements, mais ils ne peuvent pas non plus interdire McGregor de combattre sans détruire leur business. En 2017, Joe Rogan se demandait si McGregor allait pouvoir maintenir son emprise sur son sport. I think Conor has eclipsed the sport largely, you know, and maybe for now, maybe someone else will come along in the next year or two that does it. On est 5 ans plus tard, et loin d'avoir été remplacé, McGregor est plus gros que jamais. Il était une fois un petit garçon appelé Conor. Conor a grandi dans un quartier pauvre. Il se faisait souvent attaquer dans la rue parce qu'il était plus petit que les autres. Il a donc dû apprendre à se défendre et s'est mis à pratiquer des sports de combat. Il a progressé rapidement, du coup, et s'est mis à rêver de devenir un grand champion. Mais Conor est devenu adulte
et il a dû, comme tout le monde, aller travailler. Il est devenu plombier, mais ça ne lui plaisait pas. Tous les jours, il souffrait de sa situation et plongeait un peu plus dans le désespoir. Son rêve allait totalement lui échapper. Mais Conor a refusé ça. Il a donc quitté son travail, malgré la colère de ses parents. Il s'est mis à s'entraîner encore plus dur pour réaliser son rêve. Il n'avait plus d'argent, et survivait grâce aux aides sociales et à sa petite amie, qui cumulait 2 emplois parce qu'elle croyait en lui. Mais après des années à travailler, Conor a réalisé son rêve et est devenu champion de l'UFC. Ah, c'est beau comme un clip de motivation. Mais c'est peut-être un peu cliché, non ? Pourtant, c'est bien l'histoire officielle qui est mise en avant par McGregor et par l'UFC. Bien sûr, les détails de l'histoire montreraient d'autres nuances, comme le fait qu'il a arrêté les combats pendant 2 ans en 2008, ou qu'il était tellement déprimé à un moment qu'il ne s'entraînait plus. Mais ces détails ne collent pas à la légende. You know what I mean? There's 2 things I've learned from these past 7 months. Number 1 is that hard work pays off. And number 2 is that dreams come true. Et ce storytelling du mec qui vient d'en bas est prolongé dans la manière dont il affiche son succès actuel. Montre de luxe, voiture de luxe, fourrure excentrique et costume sur mesure. On croirait que je parle de certains de mes concurrents marketeurs sur YouTube, mais c'est bien de Conor McGregor dont il s'agit. Il est parfaitement à l'aise dans son rôle de nouveau riche bling bling. Paradoxalement, c'est une manière de nous rappeler qu'il est parti de rien. Comme si on se disait « Ah, il peut bien profiter, il a travaillé si dur ». L'autre ingrédient de son storytelling, c'est l'Irlande. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Vous vous souvenez du film Braveheart ? Le héros, William Wallace, se bat pour libérer l'Écosse de la domination des Anglais. En cours de route, il est rejoint par un autre personnage, Stephen, l'Irlandais fou. You're a madman. Ce personnage s'illustre par sa folie sympathique et son goût pour la bagarre. Un parfait cliché de l'Irlandais dans l'esprit collectif. Certains Irlandais le voient même comme un badge d'honneur. Il lui manque juste de devenir encore plus cliché avec des cheveux roux et du whisky, et vous obtenez Conor McGregor, qui joue à fond la carte du cliché irlandais. Depuis ses débuts, il entre dans la cage avec le drapeau irlandais, et il utilise souvent la musique Foggy Dew, un chant patriotique irlandais qui raconte la révolte écrasée par les Anglais au début du XXe siècle. Un peu comme si les Français entraient dans la cage sur fond du chant des partisans. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Il faut dire que les Irlandais allaient être fans de Conor McGregor quoi qu'il arrive. Mais l'ingrédient patriotique décuple leur niveau d'enthousiasme. Et c'est ce noyau dur de méga fans irlandais qui l'ont mis sur les radars de l'UFC, notamment en harcelant le journaliste Ariel Helwani pour qu'il reçoive McGregor dans son émission de MMA. Depuis, McGregor a continué à jouer sur le côté « j'ai réussi, mais je n'oublierai jamais d'où je viens ». This is the new age. I wanted to come over here to America and show the American public the new era of the fighting Irish, and I brought my whole country with me. We don't, if one of us go to war, we all go to war. When one of us goes to war, we all go to war! Donc ça marche auprès des Irlandais et de la grosse diaspora irlandaise, mais aussi auprès du plus grand public. McGregor s'auto-caricature pour créer un personnage facile à appréhender pour l'américain moyen qui a été nourri aux clichés hollywoodiens. Conor McGregor, c'est l'Irlandais fou qui se bat et qui boit du whisky. Their myth aligns with his myth. The myth of the Irish people as being oppressed by British colonialism and having to fight for their freedom. It resonates with what this man represents. On a tendance à dire que les stéréotypes, c'est pas bien. Et c'est vrai que si on vous traite d'alcoolo juste parce que vous êtes irlandais, ça va pas être marrant. This is quite a country, Brian. You know, Ireland has more drunks per capita than people. Ça fait de lui un personnage facile à marketer dans le monde entier. Un peu comme s'il était un super-héros unidimensionnel, genre Irlandman. Et paradoxalement, ça le rapproche encore plus du public irlandais. Il leur dit « C'est ok les gars, on n'a pas à avoir honte de qui on est. Regardez-moi, je suis le mec le plus irlandais qui soit, et je vais conquérir le monde. » Comme tout influenceur, McGregor a commencé avec des bons vieux placements de produits. L'avantage pour les marques, c'est qu'en plus d'être populaire, McGregor a déjà un storytelling cliché, facile à exploiter. Certains sponsors jouent sur son image de riche excentrique. What's this all about? Conor McGregor is making an announcement. D'autres s'associent plutôt au message passion et travail. If your dream doesn't scare you, then it's not big enough. Il y a une pub pour les écouteurs Beats entière qui se base sur le storytelling du petit gars qui vient d'en bas. Yo, players! What's up, boys? Mais jouer la mascotte pour les autres, ça a peu de chances de rapporter 160 millions par an. Donc McGregor a suivi la méthode Kardashian et il a lancé ses propres produits. Il possède son média, The McLife, votre source de contenu numéro 1 pour les sports de combat, Conor McGregor, le MMA, la boxe, le style, le sport et la santé.
Il mentionne souvent ses costumes sur mesure. These custom-made suits aren't cheap. Donc il lance la gamme August McGregor, en partenariat avec le designer David August, chez qui il a acheté déjà ses costumes 3 pièces. Plus dans son cœur d'activité, il lance la marque McGregor Fast, à la base un programme de fitness en ligne, qui s'est ensuite décliné en une app, des vêtements, des compléments alimentaires et du matériel d'entraînement. Il vient de sortir un sac de frappe qui est carrément livré avec des gants connectés pour vous entraîner, je cite, comme un combattant et pas comme un guerrier du dimanche. Mais passons sur les apps MacMoji App et MacTalk App pour en arriver au business principal de Conor McGregor. C'est un business qui est lié à son plaisir personnel, mais surtout à un gros cliché irlandais, l'alcool. Pourquoi l'alcool ? Après tout, ça colle moins bien à sa profession que les protéines ou les applications de sport. Mais l'alcool, c'est l'équivalent pour un influenceur masculin du rôle que le maquillage joue pour une Kim Kardashian ou une Selena Gomez. Numéro 1, c'est un produit avec d'énormes marges. Numéro 2, c'est un produit consommable qu'il faut acheter régulièrement. Et numéro 3, c'est un produit qui est vendu sur l'identité. L'alcool est souvent consommé en public. Il y a cette idée que votre choix de boisson communique quelque chose de réel sur qui vous êtes en tant que personne. Si je vous dis que je connais un mec qui s'appelle Jean-Paul, et que la seule information que je vous donne sur Jean-Paul c'est sa boisson fétiche, vous allez avoir une image mentale très différente si je vous dis que cette boisson c'est le champagne, ou le pastis, ou la vodka Red Bull, ou la 8-6. Pourtant, une molécule d'alcool en vaut une autre. Un sociologue extraterrestre aurait bien du mal à expliquer pourquoi tel alcool est associé à tel type de personne, parce que ce côté identitaire n'a pas grand chose à voir avec la boisson en elle-même, et a tout à voir avec le marketing et le packaging. Du coup, un influenceur qui a déjà développé son image peut la commercialiser sous forme liquide, avec de grosses marges et du revenu récurrent. D'ailleurs, McGregor n'est pas le seul à avoir fait ce calcul. Parmi de nombreux autres exemples, The Rock a sa marque de tequila, Ryan Reynolds a une marque de gin, et Jay-Z un cognac. On se croirait presque dans un test BuzzFeed, en mode « Quel alcool es-tu ?» où Clooney atterrit sur la tequila parce que c'est exotique et mystérieux, Matthew McConaughey sur le bourbon parce qu'il est texan, et Channing Tatum sur la vodka parce que Magic Mike. McGregor a tiré la carte du whisky, Irlande oblige. Il a commencé à teaser cette marque lorsqu'il a fait le combat de sa vie contre Floyd Mayweather. C'est un combat qu'il perd, mais qui lui rapporte plus de 80 millions de dollars et lui fait prendre la 4e place du classement des sportifs les mieux payés de 2018. Et surtout, ça lui permet de présenter sa marque de whisky alors que tous les fans de MMA et de boxe ont les yeux rivés sur lui. Il appelle ça au départ le Notorious Irish Whiskey, en l'honneur de son propre surnom, The Notorious. Mais la marque était déjà déposée, donc le produit sort finalement sous le nom Proper 12 Irish Whiskey. Le mot proper est un terme souvent employé par McGregor et en anglais irlandais, qu'on pourrait traduire par vrai. Mais c'est aussi un terme qui n'est pas vraiment employé de la même manière en anglais américain. Ça connote évidemment que c'est un vrai whisky irlandais, par un vrai irlandais qui vient du peuple. Le chiffre 12 fait référence à Crumlin, un quartier populaire de Dublin. Donc, Proper 12. This is who I am. I am an Irishman. A true Irishman. Proper Irish whiskey. Et écoutez comment McGregor va associer une identité et des valeurs à cette marque. En grandissant dans les rues de Dublin 12, j'ai appris les valeurs de loyauté et de travail acharné. Je respecte les autres whiskies irlandais, mais j'arrive fort, avec passion et détermination. Je suis le fondateur de cette entreprise et je vais tout donner. Quartier populaire irlandais, fidélité au pays, combat, loyauté, travail acharné, passion, ce sont les mots-clés sur lesquels il a fondé son storytelling. Et le but est de copier-coller cette réputation qu'il a pris des années à construire sur le produit qu'il vient de lancer. Mais ce fameux respect pour les autres whisky irlandais ne va pas durer trop longtemps, parce qu'il a choisi un ennemi pour sa marque, et c'est le numéro 1 du whisky irlandais, Jameson. This is a direct competitor to Jameson. I am coming to take over the whiskey business. 1, 2, 3, fuck the Jameson brothers! C'est une manière assez maligne de construire immédiatement de la crédibilité en annonçant que sa marque qui vient à peine de sortir est déjà concurrente d'une marque mondialement connue. Et ça permet aussi de définir clairement la catégorie du produit et qui devrait le boire. C'est-à-dire les gens qui boivent actuellement du Jameson, mais qui sont aussi fans de Conor. Pour toucher un maximum de fans lors du lancement officiel, McGregor exploite à nouveau la plateforme de l'UFC et son audience. En septembre 2018, lors de la conférence de presse avant son combat contre son plus gros rival, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor lance le Proper 12. Proper 12! Proper Irish whiskey from a proper Irish animal! C'est une chose de faire la promo sur son Instagram perso, mais c'en est une autre de prendre en otage une conférence de presse officielle de l'UFC. C'est un peu comme si, en plein milieu d'une keynote Apple, Tim Cook faisait la promotion de son propre side business de bougies artisanales. Mais si vous êtes Conor McGregor et que vous êtes plus gros que votre sport tout entier,
votre boss ne peut rien vous dire. Ce lancement haut en couleur semble avoir fonctionné, puisqu'en 6 mois, la marque a vendu plus de 35 millions de dollars de whisky. Mais le résultat le plus impressionnant arrive l'année suivante. En 2019, le leader Jameson a vendu 8 millions de caisses de whisky, chaque caisse contenant 9 litres d'alcool. La même année, Proper 12 va vendre un peu plus de 200 000 caisses, soit 40 fois moins. L'écart paraît écrasant, mais ça positionne déjà Proper 12 comme la 4e marque de whisky irlandais. Jameson, c'est une marque qui s'est construite sur 240 ans et qui appartient au groupe Pernod Ricard, dont le chiffre d'affaires annuel n'est pas loin des 9 milliards d'euros. En comparaison, Proper 12, c'est un bébé qui a sauté 3 classes pour rentrer dans la cour des grands dès sa 2e année. Alors McGregor et ses associés profitent de l'engouement autour de la marque et de la carrière encore active de McGregor pour faire un gros coup. Début 2021, soit moins de 3 ans après le lancement, ils vendent la majorité de leur part à leur distributeur, Proximo Spirits, pour 600 millions de dollars. La part de Conor McGregor s'élève à 158 millions de dollars et devient l'athlète le mieux payé de l'année. Alors oui, le classement Forbes gruge un peu en comptant tout ça comme des revenus sur une année. Vendre ses parts dans une entreprise construite sur plusieurs années n'est pas vraiment comparable au salaire annuel d'un footballeur par exemple. Mais le coût marketing est indéniable, surtout que ça a pris moins de 3 ans. He lost a fight, he got humbled, and then he jumped right back on the horse and then wound up winning. And then he comes back and blows Eddie Alvarez out of the water to become the first 2-division concurrent champion in the sport. McGregor a pris son premier KO en 2021. La même année, il tente de prendre sa revanche contre le même adversaire, mais il se brise la jambe. Depuis, il se soigne, il a pris du poids, et il s'affiche beaucoup en train de boire et de faire la fête. Il annonce un comeback, mais beaucoup d'observateurs n'y croient pas. C'est sûr que s'il redevenait champion, ce serait excellent pour sa légende. Mais malgré son historique de prédictions réalisées, c'est quelque chose qu'il ne peut pas vraiment contrôler. Alors la question est de savoir si, une fois sa domination sportive passée, ses frasques vont finalement cesser d'être excusées, les scandales vont le rattraper, et son empire va s'écrouler. La réponse est clairement non. Le MMA était un tremplin pour McGregor. Mais ce qu'il a vendu à ses fans au cours des dernières années va bien au-delà de la performance sportive. Il leur a vendu une personnalité et un lifestyle. Et ça, c'est pour la vie. Nike continue d'écouler 4,7 milliards de dollars de Air Jordan par an, 18 ans après la retraite du champion. Et du côté de McGregor, il a déjà lancé sa bière, et il se prépare sans doute à répéter son gros coup, avec cette fois Guinness comme concurrent. Mais au-delà des produits divers et variés qu'il pourra lancer, il lui faudra un média pour continuer à être sur le devant de la scène dans la vie d'après l'UFC. Je le verrais bien monter le combo d'un podcast à la Joe Rogan, une émission de télé à la Kardashian et une agence de management en association avec son manager actuel. Le podcast servirait à créer des ponts avec toutes sortes de célébrités qui permettent d'élargir son aura au-delà de sa base de fans actuelle. Joe Rogan était à l'origine un comique qui discutait avec d'autres comiques, mais sa popularité grandissante lui a aussi permis d'interviewer des astrophysiciens, des candidats à la présidentielle, et même Elon Musk. Si Conor McGregor crée une agence, il pourrait signer des talents montants dans le MMA. Puis, il les coacherait à l'écran dans son émission de télé-réalité pour les lancer sur le devant de la scène. Un genre de Starac du MMA à la sauce McGregor. Puis, quand ses poulains entrent à l'UFC, il utiliserait son talent de one-man show pour les promouvoir à fond. En 2018, vous vouliez voir si quelqu'un allait finalement clouer le bec à McGregor. En 2028, vous paierez votre pay-per-view pour voir si son protégé va se montrer à la hauteur des vantardises de son mentor. Derrière, McGregor touche un pourcentage sur les revenus en tant que manager, et pour ceux qui cartonnent vraiment, il s'associe avec eux pour lancer des marques. Le but serait de créer un McGregor Extended Universe qui tourne autour de lui. Il utiliserait son aura actuelle pour créer des célébrités de toutes pièces, et il utiliserait les performances de ses jeunes combattants pour perpétuer le mythe de l'Irlandais fou. Pour une célébrité, l'alcool ou le maquillage sont des moyens très efficaces de monétiser sa popularité. Mais si vous êtes un créateur de contenu, il y a un autre moyen qui me parle beaucoup plus, vendre des formations en ligne. Depuis plusieurs années, j'ai expérimenté avec le format de mes propres formations en ligne pour apporter plus de résultats à mes clients et au passage, faire plus de ventes. Ça m'a permis, en 4 ans, de passer ma valeur par abonné email de 4 à 27,2 € par an. Et je vous explique exactement comment j'ai fait dans mon nouveau guide, la méthode hybride. Je vous montre comment créer des offres de formation irrésistibles, même si vous avez une petite audience, et sans passer pour un vendeur de tapis. Il suffit de cliquer sur le lien en haut de la description et d'entrer votre email pour recevoir le guide entier dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez à tout moment vous désinscrire en un seul clic. À la prochaine.